Ok. En ce qui concerne l'invitation d'Assimi à venir en Côte d'Ivoire, sachez qu'en Soumet, la direction Bamako-Abidjan aujourd'hui, il faut dire que Abidjan ne dort plus. C'est ce que je peux dire. Quand je dis Abidjan ne dort plus, ça veut dire qu'il ne se passe pas une semaine, il ne se passe pas 3 jours. S'il n'y a pas des gens qui viennent frapper aux portes du palais d'Abidjan pour essayer de demander pardon. Et aujourd'hui même, pour vous dire que ce n'est pas la visite elle-même qui est importante, parce qu'il y a le faux orgueil des uns et des autres, mais c'est derrière la visite, qu'est-ce que Assimi veut gagner. C'est ça la vraie réalité. Et même hier, vous vous souviendrez, j'ai fait un post rapide où Assimi demandait au président du Togo de demander pardon au président Ouattara d'être le médiateur qui va leur permettre de revenir dans la CEDEAO. Mais eux ne savent pas que les gens sont plus intelligents. La CEDEAO vous a sanctionné à cause de certains problèmes. Ces problèmes existent toujours. Et vous voulez que Ouattara parte se fourvoyer pour vous. Je crois que c'est la demande la plus bête. Et c'est une demande qui n'est pas réalisable. Voilà, donc pour moi, ils sont pris par le piège, ils sont dans les escalades de leur propre turpitude, malheureusement pour eux-mêmes, mais ils ne veulent pas gagner en intelligence. En même temps qu'ils veulent demander pardon, mais ils oublient que quand tu demandes pardon, c'est que tu as commis des actes. Ils sont dans l'illégalité. Or, quand tu rentres dans l'illégalité, on t'exclut de la CEDEAO jusqu'à ce que tu retournes à la légalité. Donc, Assimi pense pouvoir blaguer Abidjan pour se fourvoyer, pour dire non, 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 il faut pardonner pour pardonner. On ne pardonne pas pour pardonner. Et donc, c'est l'héritage même du président Alassane Ouattara. En faisant de telles demandes, c'est l'héritage même du président Ouattara à la tête de la CEDEAO qu'ils veulent faire détruire. Aujourd'hui, Alassane Ouattara incarne la personne qui a donné de la respectabilité et une certaine force à la CEDEAO. Et aujourd'hui, ils se disent que si on lui fait faire le contraire de ce que lui-même a réalisé, c'est comme s'il gâtait son propre travail. Parce qu'on va dire, mais est-ce que ce n'est pas ce même Alassane Ouattara qui a rendu la CEDEAO forte, qui a exclu Amadou Aya Sanogo, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui était le dur. Mais est-ce que ce n'est pas le même Ouattara encore qui est en train de pardonner pour qu'on mette Assimi Ouattara et Assimi Goïta, un individu illégal, un individu qui a été exclu pour des méfaits de coup d'État que vous connaissez, si on les réintègre, c'est qu'il n'y a plus de logique. Et Alassane Ouattara est plus intelligent que ça et ça ne pourrait vraiment pas passer. Il y a notre maire Binette qui demandait quel sera le prix que devra payer le Mali et le Burkina en faisant appel à Wagner. Mais je crois que les conséquences sont en face de nous. Le même prix que Haftar et ses amis ont fait payer à la Libye. Le général Haftar, en invitant Wagner et des groupes paramilitaires russes, pour comprendre les conséquences de Wagner, il faut voir les pays où Wagner a passé. Allez en Syrie, vous allez voir tout le mal que Wagner a fait. Allez en Centrafrique, vous verrez tout le mal que Wagner a fait. Allez au Soudan, vous verrez tout le mal que Wagner a fait. Chères mères et chères sœurs, la seule récompense, c'est que Wagner vient pour piller les ressources, répondre à des besoins de certains oligarques russes, et puis piller les ressources et puis partir. Mais dans l'illégalité surtout. Surtout dans l'illégalité. On pourrait accuser la France, les États-Unis de tous les crimes, ce qui n'est pas faux dans un certain sens, mais au moins, ils ont le mérite de le faire dans les règles du droit international. Et donc, est-ce qu'il faut faire la promotion de l'état de jungle, de l'état de la barbarie et de la force brute sur l'état de droit et de la coopération internationale? Et donc, le premier prix que ces pays vont gagner, ce sera d'abord de se condamner eux-mêmes à régresser, de condamner leur population, mais aussi de subir toutes les barbaries. L'un des prix qu'ils gagnent, c'est qu'aujourd'hui, Wagner viole les femmes au Mali, Wagner tue l'armée malienne, Wagner tue les civils maliens. Ça aussi, c'est un prix. Qu'on vienne me mettre au défi, je mets toute personne qui est malienne, de me dire, est-ce que Wagner ne tue pas les éléments du FAMA, des forces armées du Mali? Est-ce que Wagner ne viole pas les femmes au Mali? Est-ce que Wagner ne tue pas les populations impunément au Mali? Quand vous acceptez de prendre l'illégalité, d'accepter le brigandage comme moyen de coopération, ce brigandage-là finit par s'opposer à vous-même.
C'est comme un monstre que vous élevez. En voulant faire du mal à la France, vous avez copiné avec un monstre qui est devenu plus grand et qui vous avale. Et donc, le premier bénéfice que ces pays-là gagnent, c'est que Wagner finit par les détruire et les avaler économiquement et sur divers aspects. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut faire attention. Et il faut aussi clairement dire la vérité aux uns aux autres. Les groupes paramilitaires comme Wagner, comme Blackwater et comme bien d'autres que je pourrais citer, nous ne sommes pas dans les sentiments ou dans les a priori. La France, les États-Unis ont aussi des sociétés paramilitaires. Laurent Gbagbo a loué des sociétés paramilitaires sud-africaines. Les groupes que vous voyez, les Wagner et autres là, c'est un modèle là, ça a commencé d'abord avec les autres. C'est ceux-mêmes qui ont créé les Américains et autres là. Ils connaissent les conséquences. Et donc, ceux qui savent créer les monstres, quand ils t'avertissent sur la nature d'un monstre, toi qui veux copiner avec le monstre, tu dois te demander plus d'une fois, est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Et c'est ça, malheureusement, la réalité qui s'impose et qui va s'imposer à ces pays. Il y a Rui de Kerensky qui demande quelle légitimité ou égalité pourrait avoir une quelconque intégration entre le Mali, la Guinée et le Burkina. Je crois que je l'ai expliqué dans l'émission d'avant-hier. Ça n'aura aucune légitimité parce qu'il va falloir que le droit international l'accepte. Or, comme je l'explique de suite, chaque être humain, en fonction des circonstances qui s'offrent à nous, on peut soit rester dans le domaine du droit ou quitter dans le domaine du droit. Quand je prends le droit international, si ces pays-là devraient devenir une entité, il va falloir que l'ONU les reconnaisse. Il ne peut pas exister sans l'ONU. Et donc, est-ce que l'ONU va accepter de les reconnaître quand on sait que ces nations-là sont en train de naître sur la base de l'illégalité et de la confrontation entre les différents blocs? Parce qu'aujourd'hui, c'est cette image-là que l'observateur simple a. C'est comme si on veut nous dire, maintenant, on va créer un bloc de l'Est ou un bloc soviétique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, un bloc de confrontation. Cette expérience, on l'a déjà vécue depuis les années 88. Ça, c'est fini. Et donc, on ne peut plus répéter l'histoire, surtout dans ses mauvais sens. Le monde n'en a pas besoin. Et donc, les organismes comme l'ONU et autres qui doivent reconnaître ce bloc-là, s'il devrait exister là, ne sont pas prêts à reconnaître ce bloc-là pour deux raisons. Un, d'abord, ceux qui veulent ce bloc-là le font dans l'illégalité parce qu'eux-mêmes sont arrivés au pouvoir dans l'illégalité. Et donc, si l'ONU et les institutions internationales s'amusent à accepter cela, ce serait une chose gravissime parce qu'ils vont donc dire que Al-Qaïda ou même les mouvements terroristes peuvent créer des États que eux-mêmes seront prêts à reconnaître. Parce que quelqu'un qui fait un coup d'État n'est pas quelqu'un qui est reconnu d'office comme quelqu'un qui est en odeur de sainteté avec le droit dans son pays d'abord. Si tu n'es pas dans le droit dans ton pays, tu as violé les principes, la constitution de ton pays pour être là, tu ne peux pas demander au monde entier de te reconnaître. Et la deuxième chose, c'est le facteur historique que je venais de dire. Ce n'est pas créer un pays qui est le problème ou bien un bloc qui est le problème, mais c'est comment ce bloc-là est créé et comment il naît. On ne peut pas prendre des individus infréquentables, les laisser faire un État et demain venir leur dire non, on sait que vous n'étiez pas dans le droit, mais on vous a accepté comme ça, maintenant venez dans le droit. Mais ces mêmes personnes vont vous dire non, on a toujours fonctionné comme ça, il faut que vous vous habituez à ça. Ça sera une invitation à accepter donc l'état d'anarchie dans le fonctionnement de la politique internationale. Et ça sera plus que grave. Et c'est ça, justement, simplement pour ces deux raisons-là, que ça ne pourra jamais prospérer. Je mets quiconque au défi, ces pays-là ne pourront jamais s'unir. C'est ce que je pouvais donner comme réponse à cette question. Il y a notre frère Alain Kofi qui demandait quel sera l'avenir des jeunes Ivoiriens qui allaient combattre en Russie quand il sera de retour en Côte d'Ivoire. Mais chers frères, ils ne retourneront même pas. Ils ne retourneront même pas. Allez, si vous remarquez très bien les tactiques de guerre de la Russie, peut-être que je paraphrase le nom, mais il y a ce qu'on appelle les convois humains. C'est-à-dire que c'est ceux-là qu'on prend comme des chairs à canon. Dans leur tactique d'opérer, de gagner du terrain, souvent quelques mètres, souvent à peine même quelques centaines de mètres, les premières personnes qu'on prend pour sacrifier là, et puis on les met là, et puis on les bombarde là, et puis on les tue là. Ce sont des gens comme ça là.
ce que tu as appelé Ivoiriens, ou même Burkinabés, ou même Ougandais, ou même ceux qui s'en vont vendre leur vie là. C'est eux, on prend comme la chair à canon pour obtenir peut-être 1 ou 2 mètres de terrain. On canarde ces personnes et puis on évolue. Et ils combattent sous quel régiment? Ils ne combattent pas sous le régiment et ils ne combattent pas dans les régiments russes. Ils combattent dans la pure illégalité. Et donc, ils combattent avec Wagner. Est-ce que Wagner a intérêt que ces personnes reviennent vivantes? Quand vous vous posez cette question-là, tous ceux qui ont accepté librement comme de façon obligée à rentrer dans cette guerre, surtout pour les Noirs, Wagner se charge de les éliminer sur le terrain d'opération. C'est aussi cette vérité-là qu'il faut qu'on dise aux uns aux autres. Ces personnes ne reviendront jamais en Côte d'Ivoire parce que Wagner va se charger de les faire taire. Parce que si ces personnes ressortent un jour, on peut les utiliser comme des arguments clés pour condamner Wagner pour atteindre le régime de Vladimir Poutine. Et donc ces personnes-là, je suis au désespoir de vous dire qu'elles ne reviendront jamais vivantes. Il y a notre frère et père James Robert qui nous demandait, est-ce que le gouvernement ivoirien est conscient que la prochaine cible de Wagner est la Côte d'Ivoire? Si oui, qu'est-ce qu'il fait pour éviter que Wagner ait une emprise sur la Côte d'Ivoire? Et Mr. James, je peux vous dire que le gouvernement ivoirien sont plus que conscients. Et ça, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a tout un programme d'anticipation sur l'enrôlement des jeunes dans le djihadisme qui est fait. Et ça, c'est en partenariat avec les Américains. Ça ne sera pas comme ces séances-là que vous avez connues où on dit, bon, venez prendre 500 000 partenaires. Non, 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 non. C'est plus sérieux que ça. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou la France même, ils sont plus que conscients des enjeux de la présence russe en Afrique de l'Ouest. C'est soit eux qui perdent leurs intérêts, ou bien soit c'est un bouleversement de l'ordre mondial. Et la dernière fois, je parlais un peu du traité de Yalta. Et donc, aujourd'hui, ils ont tout intérêt à ce que la Côte d'Ivoire, qui demeure le dernier bastion, qui fait leur fierté, ne tombe pas. Et ça, je peux vous dire, même si les autorités se font silencieuses, des grandes actions sont mises en place. Et n'oubliez pas que les autorités ivoiriennes dépensent des milliards pour sécuriser la frontière nord et toutes les frontières du Côte d'Ivoire, en particulier la frontière nord. Sinon, les djihadistes, si les autorités ne faisaient pas du bon travail, vous les auriez vus chaque matin sortir et entrer en Côte d'Ivoire. Mais depuis un certain moment, la réponse du gouvernement ivoirien était claire. Plus de distraction. Et vous savez aussi que quand on est dans le domaine militaire, les militaires ne font pas trop de publicité. Ce n'est pas la RTI ou encore CNN ou CBS pour faire de la publicité. Les militaires ivoiriens font du très bon travail. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu l'attaque d'un de nos camps, mais la réponse qui a été donnée, beaucoup ne savent pas qu'on est rentré jusque là où ils sont quittés là. On est rentré jusque là-bas pour aller faire le travail. Ça, c'est l'armée ivoirienne. Mais c'est une armée très intelligente qui n'a pas besoin de publicité. Mais son travail montre les résultats. Si les djihadistes sont garçons, ils allaient revenir. Mais pourquoi depuis après ça, ils ne sont pas revenus? L'armée ivoirienne leur a dit, nous là, nous sommes des vrais garçons. Nous ne sommes pas comme les soldats de Bamako qui fuient les francs. On va vous pourchasser jusqu'à dans vos pays et puis on finit avec vous là-bas. C'est ce qui a été fait. On les a neutralisés. Même quand ils ont, après l'attaque du camp, on les a poursuivis, neutralisés. Donc ils vont comprendre que ceux qui sont là pour les caresser, ce ne sont pas les éléments de l'armée ivoirienne. Et nous saluons nos forces de défense et de sécurité et nous leur disons, ils font le boulot et nous on voit les résultats. Et c'est ça que je peux dire sans rentrer dans certains détails. Il y a Rui qui demande si le Mali tiendra le chronogramme. Oui, c'est justement pour ne pas tenir le chronogramme qu'ils font. Ah non, il y a Sergio Lagroque qui est venu. Et on va s'unir ensemble. Et bon, on va créer une nouvelle monnaie. Ils ne tiendront pas le chronogramme. Mais c'est justement là aussi que la CEDEAO aussi les attend. Des nouvelles sanctions aussi vont tomber. Et donc, on les regarde dans leur jeu. De toute façon, ça sera soit eux qui vont gagner ou la CEDEAO qui va gagner en termes de crédibilité et d'action concrète. La CEDEAO, à un certain moment, quand le temps imparti sera fini,
sera obligé de montrer sa vraie couleur. Sera obligé d'exercer sa tigritude. Sinon, elle devient une institution caduque. Et donc, ce seront les malfaiteurs qui auront gagné. Ou bien, après la fin du chronogramme, ce sont les membres de la CEDEAO qui vont frapper du poing sur la table et prendre les décisions qu'il faut. Et ça n'exclut pas l'action militaire. Et c'est important. Il y a le roi du printemps qui demande qu'est-ce qui motive cette vague de retour des cadres PDCI au RHDP? Est-ce qu'il y a une stratégie politique derrière cette vague? Effectivement, cher frère le roi du printemps, il y a une stratégie bien claire que j'ai eu déjà expliquée dans les émissions précédentes. C'est simplement la stratégie d'envahir l'ennemi. Vous savez qu'on peut envahir l'ennemi de deux manières. Je l'ai déjà expliqué. Quand vous lisez le livre là de la guerre, vous comprenez simplement cette stratégie. Il y a des gens qui vont en guerre avec stratégie. Et il y a des gens, c'est au moment où eux, ils sont dans la guerre qu'ils font leur stratégie. Et actuellement là, l'opposition ivoirienne a compris une chose. Dans une confrontation interposée, elle n'arrive plus à avoir raison d'Alassane Ouattara. Parce qu'en réalité, derrière toute cette stratégie-là, c'est d'abord Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qui fait qu'Alassane Ouattara est Alassane Ouattara? C'est parce qu'on n'est pas proche de lui. C'est parce qu'on n'est pas au cœur de son institution. Sinon là, une fois revenu à l'intérieur, on aura accès aux réunions, on aura accès aux informations, on aura accès aux hommes. Ils vont procéder par la corruption. Et surtout que nous savons que la politique ivoirienne, il y a certains qui sont redevables à d'autres, de part et d'autre. Ils ont leurs hommes clés dans le RHDP qui sont prêts à les aider, sous la promesse que eux, lorsqu'il y aura changement de pouvoir, et c'est pourquoi vous entendez les opposants dire, de toute façon, aucun régime n'est éternel. Mais ça, c'est quelqu'un qui est bête qu'on dit ça. Mais Bédé n'a pas été éternel, Oufo n'a pas été éternel, Bédé même n'a pas été éternel. Pourquoi vous voulez que nous, on ne se souvienne pas que Ouattara ne sera pas éternel? Nous, on le sait, mais quand ils disent ça là, c'est pour nous dire qu'eux, ils ont leurs hommes là-bas. Ils sont en train de, c'est comme la technique du rocher et de la goutte d'eau, ils sont en train de creuser un peu. Ils creusent un peu. Mais jusqu'à ce qu'ils vont convaincre plusieurs personnes dans le système de Ouattara pour leur dire non. Même si Ouattara tombe, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas à craindre quoi que ce soit, et c'est comme ça. Et quand ces gens-là seront convaincus, donc, eux vont baisser la garde, et eux maintenant, ils vont attaquer simultanément sur deux fronts. Ça sera de l'extérieur vers l'intérieur, et aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi qui suis un individu simple, si je comprends cela, j'ose espérer que les stratèges et les tacticiens du RHDP comprennent bien cette réalité-là et qu'il ne faut pas donc jouer avec l'opposition. Parce qu'on a l'impression que l'opposition avance sans stratégie et qu'ils sont complètement dézingués et que chacun cherche sa tête. Mais derrière toute cette stratégie-là, est-ce que Afin-N'Guessan n'aimerait pas laver l'affront qu'il a subi quand on l'a attrapé dans son boubou noir avec un boubou de femme? Vous pensez qu'il a oublié les faits? Vous pensez que Mabri a oublié les faits? Vous pensez que Bédié a pardonné? Et le 8 février 2023, Bédié a fait ressortir cette même haine-là. Quand on vient dire que c'est Ouattara qui est l'ennemi de la paix, ça veut donc dire que la haine est toujours là et qu'elle est vivace. Et que l'objectif ne va pas changer. Et ça, ce que vous voyez là, dans certains cas, ils sont venus en mission pour réussir, mais en s'approchant de l'ennemi. Et quand on fait le judo, c'est ce qu'on appelle le rapprochement encore sur le tatami. Et il faut maintenant mettre la pression sur l'ennemi dans sa zone de confort. Et c'est une stratégie. Si le RHDP baisse sa garde, les opposants peuvent réussir. Parce que dans ce monde-là, il ne faut jamais dire que jamais. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Il y a le roi qui demande si le RHDP mesure l'ampleur de cette stratégie. Tout naturellement, la question vaut son pesant d'or. Mais ça aurait été encore pire si nous n'avertissions pas. On me dira, mais qui tu es? Pratiquement personne. Mais au moins un observateur averti. Et c'est ça l'avantage des gens qui restent dans l'aspect rationnel des faits, sans tomber dans les émotions. On peut avertir pour dire, faites attention. C'est ça le rôle que nous jouons. Nous ne supportons pas des individus
Mais pour la stabilité du pays et pour la paix en Côte d'Ivoire, on est obligé de dire les choses et d'anticiper et de donner les signaux pour que les dirigeants, s'ils en prennent acte, tant mieux. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à écouter s'il ne veut pas écouter. Je salue ici le grand maître Marius Koudou. Je salue aussi Yanis Cohen qui est avec nous ici. Je salue le cyclone. Je salue le roi du printemps qui est là. Et donc, on continue toujours. Il y a notre frère Aboubakar Kamara qui demandait qu'est-ce que nous pensions du discours de Bédié. J'ai déjà expliqué ça à travers un texte même que j'ai écrit et que j'ai lu. Et ça, déjà, ça explique tout. Bédié, en fait, comme je le disais dans le texte, se laisse malheureusement manipuler par Laurent Gbagbo. Et vous savez, en psychologie, ça s'appelle la rencontre des extrêmes. On connaissait Bédié pour l'individu haineux. Mais de là à être quelqu'un qui pouvait mettre sa dignité aux enchères pour pouvoir mentir, c'était quelque chose de nouveau. Et le 8 février 2023 nous a permis de comprendre que dans la rencontre des extrêmes, Laurent Gbagbo est en train d'avoir une influence néfaste sur Bédié. Non seulement qu'il était déjà un haineux, mais il devient maintenant un vieux menteur de 88 ans, doublé d'un individu qui est en train de faire acte de mauvaise foi. Mais c'est malheureux, parce qu'ils ont un objectif commun, la haine d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi la haine d'Alassane Ouattara? Pourquoi Alassane Ouattara seul a réussi, là où eux, en presque 20 ans de gestion, ont échoué? Pourquoi Alassane Ouattara peut inviter Angela Merkel, peut inviter tous les chefs d'État avec un claquement de doigts? Eux n'ont jamais réussi à faire ça. Comment Alassane Ouattara peut être comme un homme aimant qui attire tout ce qui est positif? Eux là, ils ne peuvent pas accepter ça. Et donc, il fallait venir dans cette cérémonie-là pour essayer vainement, je dis bien vainement et désespérément, de salir l'image d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit dans le texte que Bédié, en faisant ça, c'est comme quelqu'un qui se plaint, je suis dans caca, mais tu quittes dans caca pour rentrer dans l'anus. Vous m'excusez du terme. Et donc, comme on le dit chez nous, il ne fait que gâter son nom parce qu'il n'a plus rien à prouver. Mais ça, ce sont les effets de la haine. Mais pour nous autres, c'est important parce que ça nous permet de mesurer tout le mensonge politique qui est dit non, les Ivoiriens se sont réconciliés, le pays est en paix. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix parce que les Ivoiriens se sont réconciliés. La Côte d'Ivoire est en paix pour deux raisons fondamentales. Parce que nous avons un homme fort qui arrive à imposer la paix. Parce que les opposants et les animaux politiques qui pensaient qu'ils allaient agresser la Côte d'Ivoire et réussir avec les djihadistes et autres, on a coupé leur queue proprement. Ça, tout le monde le sait. Si tu n'étais pas un garçon comme Alassane Ouattara, tu ne peux pas maîtriser ce pays-là. Mais Alassane Ouattara a maîtrisé ce pays-là. Il ne l'a pas fait parce que les Ivoiriens se sont réconciliés. Donc c'est parce qu'il a la capacité d'imposer la paix que la Côte d'Ivoire est en paix. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, aujourd'hui, les populations sont en train de comprendre la politique du président. Au lieu d'être chaque fois être là en train de donner des discours pour inviter la population à la mort. Parce que si je m'en vais haïr Marius Koudou, qui en réalité est mon cousin, si je m'en vais haïr le roi du printemps, si je m'en vais haïr Zana Bamba, parce que moi je suis militant LMP, mais à la fin de la journée là, si je tue le roi du printemps, je tue Marius Koudou, je tue Zana Bamba, je tue le cyclone là, est-ce qu'on va me faire un salaire ou même une promotion pour dire comme toi tu as tué les autres là, donc à partir de maintenant on va te faire une carrière? Tous ceux qui étaient les miliciens du GPP, tous ceux qui étaient les miliciens de Laurent Gbagbo là, à part que Laurent Gbagbo les a offerts à la mort là, aujourd'hui là, quand il a pris les 2 milliards 300 millions là, il a appelé quelqu'un pour lui donner aussi. Vous qui vous laissez manipuler par Bédié là, est-ce que Bédié vous dit que chaque fois qu'il a besoin d'argent là, il va chez Ouattara? Même il y a des gens qui s'en vont mentir à la présidence là-bas pour prendre des mallettes de 100 millions au nom de Bédié. Mais vous qui êtes leurs partisans là, vous avez une fois entendu ça, ils vous ont une fois dit qu'ils ont pris mallette, ils vous ont invité à vous donner aussi. Donc, ceux qui s'offrent à la mort, c'est leur problème. Mais les gens aujourd'hui ont compris le deuxième facteur qui fait que les gens aujourd'hui ne sont plus réceptifs aux messages de haine et de violence. Les gens se disent, mais dans mon village ici, il n'y avait pas courant avant.
Dans mon village ici, il n'y avait pas d'école. Dans mon village ici, dans notre région, il n'y avait pas d'université. Dans notre région ici, il n'y avait pas courant, il n'y avait pas route avant. Mais aujourd'hui, on a tout ça avec l'eau courante. Mais qu'est-ce qu'il y a à Abidjan là? Et puis, il n'y a pas dans mon village. Quand on dit Abidjan là, c'est la facilité de vie. Vivre comme les Blancs. On marche sur le goudron, poussière remplie dans la narine. On a courant. Etc. Même dans des villages aujourd'hui, il y a pâtisserie. Dans les villages, c'est nouveau, il y a pâtisserie aujourd'hui. Et puis on vend glace même. Il y a dans les villages, c'est nouveau. Quand vous voyez rue de Kerensky à la pâtisserie, quelque chose. Mais les gens ont compris que la vie, là, quand Dieu te donne la vie, là, il faut vivre pour toi-même d'abord. Mais quand vous avez un homme, on n'est pas obligé d'aimer Alassane Ouattara. Même moi-même qui vous parle là, je ne suis pas obligé d'aimer Alassane Ouattara. Mais le développement qu'il a fait là, s'il a développé mon village là, je vais profiter de ça, sans honte. Bédier même profite de ça sans honte. Babo même profite de ça jusqu'à qu'il pisse au bord du goudron, tellement la route est bien faite. Les routes ne déchirent plus ses punais. Mais il profite de ça. Quand il a pris ces 2 milliards 300 millions, est-ce qu'il vous a appelé pour partager avec vous? Donc les gens dans les villages se disent, ah, donc les politiciens là, en fait, tout ça là, c'est nous, on est leur mougou. C'est nous, on est leur Gao coupé. C'est nous, on est leur zozo. Quand on cherche quelqu'un qui veut mourir, c'est nous, on appelle. Quand on veut quelqu'un pour manifester, c'est nous, on appelle. Et Pulseric Balé même l'a compris. Elle n'a pas été libérée gratuitement. Elle a tchoum les gars. Elle a tout expliqué. Elle a tchoum proprement les gars. Elle a tout dit. Comme on le dit là, elle a vomi même. Mais Ouattara les regarde comme ça et puis il rit. Et donc, comme pour vous dire que si on se base sur ces deux aspects-là, la force d'un homme à imposer la paix et la capacité d'avoir pu travailler sur les esprits, à comprendre que quand Dieu vous crée et que vous devrez exister, c'est pour que le bien qui s'impose là, vous puissiez en profiter. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez vu une de nos mères qui dit que nous qui disons qu'on ne mange pas goudron, là, nous on veut goudron, je dois manger. Et c'est très important. Et ça, il faut quand même saluer le président Ouattara pour cela. Quelle que soit la manière par laquelle on impose la paix, ce ne sont pas les hommes faibles qui imposent la paix. Laurent Gbagbo avait les mêmes moyens qu'Alassane Ouattara avait, mais les nageurs au dos, nous, se sont venus et ils se sont amusés sur son dos ici. Jusqu'à même, ils l'ont cueilli comme un fruit pourri. Alassane Ouattara, lui, n'est pas un fruit pourri. Lui n'est pas un plaisantin. Lui n'est pas quelqu'un qui est là pour faire du verbiage, pour bavarder. Tous ceux qui ont essayé, les Soro Guillaume et autres. Et puis Soro Guillaume, je vais te dire quelque chose. J'ai vu ton message là. Ton message où tu dis que l'hiver là. Tu penses que non, t'as pas compris. Soro Guillaume dit que quelque part en Europe, l'hiver est là. Il est en train de blaguer les gens. Tu veux nous dire que tu es prêt à rentrer. Tu veux nous dire que tu veux nous faire. Toi, subitement, tu sors, tu nous dis que tu es en Europe. C'est pas nous, c'est ta maman qui va blaguer. Les frères, vous m'excusez. C'est ton papa qui va blaguer. C'est Mnata Sanogo qui est en train de blaguer. Sinon, c'est pas nous. Toi qui n'es même pas là à l'école, toi-même là, analphabète, fou, gros gré. Toi, tu n'as même pas pu avoir une licence, tu n'as pas pu finir l'école là. Toi, tu vas nous blaguer. Non, quelque part en Europe. C'est pas Europe, hein, c'est ta maman. Quand on parle, après on dit, ouais, il aime insulter les gens. Alors que ce n'est pas insulte. Toi, qu'on cherche comme un chien enragé là. Toi, tu es en Europe. Et puis, un matin, tu te lèves, tu dis que tu es en Europe. Ça veut dire que tu n'es pas en Europe. Tu penses qu'en disant ça, ça va nous détourner. Les djihadistes que tu avais postés là, les faux coups que tu es en train de préparer là, on est au courant. On est au courant. Tu veux te replier sur la Guinée, non? Tu veux te replier sur la Guinée, non? Mais on est là, on vous regarde. L'autre, on l'a raté, non? Il est devenu Adamanato. Si c'est sur lui, tu comptes là. Il faut attendre. Si c'est lui, tu comptes là, il faut attendre. On est là, on vous regarde, on est tranquille. Mais on ne va pas vous louper. Surtout qu'on a déjà ciblé vos familles. Vous êtes en train de tuer les Ivoiriens. C'est devenu un plaisir pour vous. Mais Ouattara, là, cette fois-ci, là, quand vous allez toucher les Ivoiriens, là, on va vous envoyer directement la liste pour vous dire, bon, il faut payer 15 cercueils. Vous tous, hein, même vos cyberactivistes, là, on va dire à leur famille de payer leurs cercueils. Parce que vous êtes là
Vos parents sont en Côte d'Ivoire. Vous encouragez à la haine. Ils ont tué des Ivoiriens. Ils ont tué le vieux Bamba. Ils ont tué tous ces. Aujourd'hui, les familles sont dans le désarroi. La première fois, Ouattara nous a dit de pardonner. Mais cette deuxième fois-là, on ne va même pas l'écouter. On va aussi créer la désolation chez chacun. Et puis on va s'asseoir, chacun va compter. Ça, il faut qu'on vous le dise. Donc, en termes Sem Sorogium, tu ne peux pas nous convaincre. Parce qu'il est plus difficile pour un idiot de convaincre des gens plus intelligents que lui. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu es en Europe. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu n'es pas en Europe. Nous, on sait où tu es. On sait où tu es. Et puis, on sait ce que tu fais. Mais on t'attend. De la manière que toi, tu as connecté ton âme au mal. Et tu penses que tu vas imposer ton mal aux Ivoiriens, là. Nous aussi, là, on ne va jamais abandonner la Côte d'Ivoire, là. Parce que chacun d'entre nous, là, nous, on a nos villages en Côte d'Ivoire. Tu as suffisamment tué nos parents. Si tu penses que tu vas rééditer, la Côte d'Ivoire va te tuer. C'est la Côte d'Ivoire qui va t'exterminer. Et ça, il faut compter sur nous. Les Probabos t'attendent, mais eux, ils sont petits dans le jeu. Nous-mêmes, on t'attend avant eux. Ça aussi, il faut qu'on te dise ça clairement. Donc, tu peux continuer à t'amuser. Nous, on te regarde. Et donc, on était toujours dans la série des questions. Si il y a le roi du printemps qui demande, qu'est-ce que tu penses d'un probable retour d'Akossi Benjo au RHDP? En réalité, cher frère, il faut éviter tout ça. Disons la vérité aux gens. Le PDCI aujourd'hui n'a plus d'autre choix. En réalité, Akossi Benjo que tu es en train de dire là, il est pressenti pour être le président qui va remplacer, le président du PDCI qui va remplacer Henri Konan Bédié. Or, s'il devient président du PDCI, c'est que c'est le PDCI et que lui-même, on sent qu'il pourrait basculer du côté du RDR. Il vient pour deux raisons. Il vient d'abord pour se protéger. Parce que qui ne connaît pas Akossi Benjo et ses détournements? Donc, ça devient la mode. Hein? Ça marchait avec Afignessan, ça marchait avec Mabri Touakeuse, ça marchait avec l'autre. Tout ce que vous voyez, ce sont des anciens prisonniers, des gens qui ont la conscience lourde et des gens qui se reprochent beaucoup de choses. Et donc, pour se protéger politiquement, ils rentrent dans le RHDP. Ça, c'est le premier avantage. Comme c'est le restaurant, une fois que tu rentres dedans et que le RHDP est amoureux même de ces nouveaux arrivants-là, non seulement ils vont manger au restaurant, mais ils ne vont pas aller en prison. Ça, c'est le premier avantage individuel. Mais le deuxième avantage, c'est que ces personnes-là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête. Certains peuvent être là par bonne foi. Mais moi, je dis que les vraies personnes qui sont là par bonne foi et qui sont dans le RHDP par esprit cartésien, que je respecte, il y a le Premier ministre Patrick Hachi, il y a aussi le ministre Adjoumani. Eux, ils sont restés sur leur position. Au moment là où c'était mélangé là, on ne sait pas comment ça allait être là, ils étaient là. Moi, eux là, je ne les considère même pas même comme PDCI ou même transfuge. Il faut que ce soit très clair. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas aussi contre la stratégie de les faire venir. Non, loin de là. Mais on dit simplement au pouvoir, faites attention. On sait pourquoi ces gens-là viennent. Les Akossi Benjo, c'est eux qui ont financé le CNT. Et donc aujourd'hui, quand ils viennent là, il y a des décisions de justice sur leur tête. Ils viennent d'abord pour se protéger. Mais en fait là où eux-mêmes voulaient faire un roi, ils ont échoué. Mais il faut se rapprocher du nouveau roi pour le faire tomber. Mais leur objectif demeure le même. C'est qu'il faut casser le roi qui était là pour prendre sa place. Et donc, c'est aussi une opportunité de se rapprocher pour savoir qu'est-ce qui a fait que hier là, ça n'a pas marché. Là, on va bien préparer 2025. Et maintenant, on va rester à l'intérieur pour attaquer en donnant les informations, comme ce qu'on a fait à Babo, quand la rébellion et tous les autres partis étaient dedans. Parce que le monde, là, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui se fait là, on a déjà fait ça déjà. C'est un remake. Mais ça ne marchera pas avec nous. Parce qu'il y a des extrémistes et des radicaux comme nous là. Si vous déconnez là, nous on va assumer notre responsabilité. Pour nous là, nous on n'est pas dans la politique pour être dans la politique. Hein. Si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je l'ai déjà dit ici. Tous ceux qui vont travailler à la là, vous allez aussi partir avec vos nouveaux amis. Parce qu'on va assumer notre responsabilité.
La honte que vous voulez mettre sur Alassane Ouattara, là, ça ne passera jamais tant qu'il y aura des personnes comme nous autres. Et quand je le dis, on va assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Et ceux qui me comprennent le comprennent. Et c'est pourquoi je n'aurai jamais de respect pour ces saisonniers de la dernière minute qui viennent. Pour moi, ce sont des espions et les pires des créatures qui viennent pour essayer de finaliser l'acte. Et les échecs de l'opposition, c'est tout. Et se protéger eux-mêmes contre la loi. C'est pourquoi je n'aurai jamais de respect pour des gens comme les AFI. Sinon, depuis 2021, on vous a dit tout ça. Mais aujourd'hui, les gens voient avec plus de clarté ce que nous disions. Et je crois que ça doit nous permettre d'être prudents. Et il y a notre frère Marius qui dit « Le Prado subit beaucoup de haine de la part de ses opposants. Il a une grande avance sur eux en leur imposant le travail bien fait structurellement. Le bilan du président Alassane Ouattara parle fort et pour lui et pour les Ivoiriens. Ceux qui se plaignent sont des idiots haineux. » Et ça, on ne peut pas dire mieux que ça. Je crois que c'est très bien dit. Il y a notre mère Sila Kadiatou qui pose la question de savoir que je salue. Pourquoi les Camerounais ont à s'ingérer dans notre politique interne? Y a-t-il trop de vidéos sur la toile? Chère mère, est-ce que vous avez une fois vu le miel qui n'attire pas les insectes? Partout où il y a le bonheur, les ennemis du bonheur s'invitent. Allez prendre le Cameroun aujourd'hui et faites une comparaison simple et physique. Qu'est-ce que le Cameroun a que la Côte d'Ivoire n'a pas? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a que le Cameroun n'a pas? En réalité, en termes de ressources, le Cameroun est mieux nanti que la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce que le Cameroun n'a pas, le Cameroun n'a pas un homme d'État. Le Cameroun, depuis 1982, a Paul Biya, qui est le symbole même aujourd'hui de l'homme figé dans le temps. On a beau être intelligent, de 82 jusqu'en 2023, si c'est un même cerveau qui doit donner une ligne de conduite, on impose à notre pays donc d'être un pays qui sera bloqué dans son développement à tous les niveaux. Et c'est ça qui fait mal aux Camerounais. Pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qu'ils aimaient quand elle était en guerre, quand les Ivoiriens s'entretuaient, quand la Côte d'Ivoire, on bombardait nos institutions, les Camerounais étaient très heureux, ils ne parlaient pas de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire régressait. Mais bizarrement, on se dit non, on n'a jamais vu quelqu'un qui a pris un pays en guerre, surtout un pays africain, et puis faire ressortir le pays de la guerre, remettre le pays au centre des intérêts du monde. C'est Alassane Ouattara qui a pu le faire, surtout un pays africain. Mais les Camerounais s'asseyent et se disent, mais nous les féments du Cameroun là, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait, mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire nous a dépassés. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer les conditions. Cette chaîne Africa Media et autres, ou bien les Visions 4 et autres, ce sont des institutions financées par Paul Biya. Tout le monde le sait. Mais c'est fait à quel dessein? Pour essayer de distraire les Camerounais, pour dire non, il y a pire ailleurs. Sinon, ce n'est pas dans la comparaison du bien, pour dire non, nous avons fait mieux qu'eux. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours pire qu'ailleurs. Alassane est le pire des dictateurs. Pourtant, on sait qu'Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011. Paul Biya a pris le pouvoir en 1982. On dit aussi que Alassane est un dictateur. Mais qu'il découpe journaliste. Parce que le journaliste fait une émission qu'on appelle embouteillage. C'est-à-dire que moi, si j'étais au Cameroun là, je ne vais pas dire quelqu'un d'autre. Moi, éclaireur là, si j'étais au Cameroun là, depuis on m'a découpé. Parce que tout le monde le sait, nos positions sont très tranchées. On attaque le pouvoir en place, on attaque l'opposition. On a l'impression même que nous sommes des fous du nouveau monde. Mais parce que nous avons un champ de vision qui est dans le juste milieu. On veut la paix d'abord pour la Côte d'Ivoire. On veut la vérité. Et on veut une certaine élégance dans la politique. Parce que moi, je ne peux pas être aux États-Unis où le matin, je peux dormir comme je veux. Je peux me lever. Aujourd'hui, j'ai l'Internet gratuitement. Et puis en Côte d'Ivoire, là-bas, ne pas être capable de dire à Orange, faites un forfait à 10 000 et tout est illimité. Mais si Orange ne le fait pas, c'est un deal avec le pouvoir pour extorquer de l'argent aux populations. Quand je dis ça, je sonne comme si j'étais un ennemi du pouvoir.
Alors que loin de là. Mais quand j'attaque l'opposition, le pouvoir en place est heureux. Quand tu es un homme comme ça, là, beaucoup de personnes ne te comprennent pas. C'est comme ça que Martinez Zogo était. Il frappait partout pour atteindre la vérité. De façon simple, si moi, éclaireur pro-vérité, j'étais au Cameroun, là, depuis longtemps, ils ont fait funérailles. Et pour moi-même, ça va être plus pire que pour Zogo. Pour moi-même, là, ils allaient me griller. Voilà un tel pays. Aujourd'hui, les Camerounais ne trouvent pas qu'il faut défendre la vie humaine. Les Camerounais ne trouvent pas qu'il faut aujourd'hui dire que l'homme intelligent de sa société est celui-là même qui est incompris. Quand on dit, toi, là, on ne te comprend pas, là, ça veut dire que tu es en avance sur ton temps. Alassane, même dans le sud, est-ce qu'on le comprend? Et donc, nous ne cherchons pas à ce que les gens nous comprennent. Mais quelqu'un qui utilise son esprit, quelqu'un qui utilise son intelligence, et quelqu'un qui aime la vérité, quand tu nous écoutes, tu vas savoir que ce que ceux-là font là, je peux ne pas aimer. Mais au fond, là, il y a une vérité dedans. Et c'est une vérité qui est utile à tous. Martinez Zogo, il a parlé des malversations et de beaucoup de mauvaises choses. C'est Paul Biya et sa bande qui l'ont éliminé. Tout le monde est au courant. Mais il n'y a pas un garçon au Cameroun qui peut dire ça. Parce que les cyberactivistes que vous voyez là, même s'ils sont en France là, s'ils font l'erreur de dire ce que moi je suis en train de dire là, Paul Biya va éliminer leur famille au Cameroun. Je mets quiconque au défi, tous les Camerounais qui sont là, je les mets au défi qu'ils parlent comme de la manière dont je parle de Paul Biya et que je suis en train de détailler là. Dans les heures qui suivent, même leurs parents éloignés là, ils vont les éliminer physiquement. Mais ça ne pose pas de problème aux Camerounais. Mais quand la Côte d'Ivoire se développe, quand on dit Alassane Ouattara a fait autoroute entre Yamoussoukro et Tébissou, patate, ça fait mal aux Camerounais. Pourquoi eux, la route qui devrait relier Kribi à Ngandéré, ça fait plus de 22 ans, ils n'ont pas pu faire ça. Pourquoi Alassane Ouattara vient faire autoroute 2 x 4? Ah non, 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 le problème, ce ne sont pas les autoroutes là, c'est le prix des autoroutes là. Non, 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 le problème, le pays a été endetté. Oui, on préfère un pays endetté avec les éléments du développement et on va promettre à ceux chez qui on a pris l'argent là, on va vous payer. Mais vous êtes dans le sous-développement, dans l'anti-développement, parce que le sous-développement est encore mieux que l'anti-développement. Et Paul Biya est aujourd'hui l'épitome, le prototype de l'anti-développement. Ça veut dire que le Cameroun là, depuis 1982 là, c'est quoi on appelle évolution là, eux ne connaissent plus. Et ça ne gêne pas les Camerounais. Et c'est là que tu découvres que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, comme le dit l'ancien président français Sarkozy. La vérité là, ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. Ce n'est pas celui qui dit la vérité qui a le problème. Comment quelqu'un peut préférer voir un autre, sinon le Cameroun en Afrique centrale là-bas, non, en Afrique de l'Ouest. Mais comparez-vous à vous-même, ou comparez-vous à vos amis gabonais, ou comparez-vous à d'autres. Non, non, non. Il faut que la Côte d'Ivoire soit détruite. Quand on voit Babo couper les têtes, les charniers chaque matin, la guerre, là, eux, tu vois, les Camerounais ne parlent plus de la Côte d'Ivoire. Ils retournent dans leurs histoires de culottes et de prostitution. Parce qu'ils savent qu'il y a un pays africain qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui est en train de tomber. Là, ils sont contents. Et donc, de telles personnes, il ne faut même pas leur donner le crédit. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a beaucoup qui ont vendu leurs services. On est au courant de tout ça. Ils disent qu'ils ont des sociétés, ils ont presque 1 million d'abonnés, mais personne ne... Quand tu regardes le nombre de vues, c'est 0. C'est des signes indicateurs. On comprend que derrière tout ça, là, c'est des gens qui sont en mission. Et nos autorités, j'espère bien qu'elles le savent, ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'elles doivent faire. Et quand on voit la dernière fois le monsieur qui s'estime et qui dit même que les Ivoiriens ne peuvent pas l'extraire parce que lui, il a marié une femme ivoirienne, je crois qu'il y a des exceptions dans la loi. Ce sont les actes qu'on juge. Ce n'est pas le statut qu'on juge. Quand on est quelqu'un qui a été naturalisé, on peut être dénaturalisé, si j'ai pu me permettre le terme.
Et donc, à un certain moment, comme je le disais, il faut que... En fait, les Camerounais, c'est une race de jaloux qui n'aiment que le malheur des autres. Il faut que les autorités ivoiriennes prennent le soin de montrer aux Camerounais que les Ivoiriens sont suffisamment responsables et sont capables de gérer leurs problèmes internes. Et donc, on n'a pas besoin des Camerounais pour nous sentir mieux à l'aise. Et si on permettait cela, c'est faire croire que cette bande de personnes est plus intelligente que nous. Non. Les Camerounais, vous les voyez déblater sur la toile, épiloguer sur la toile, se donner l'importance qu'ils n'ont pas. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un. Sinon, si vous avez cette intelligence-là, qu'est-ce qui vous empêche de déployer cette intelligence-là pour dire à Paul Biya qu'il est dans le billard? Ça aussi, c'est ça. La marque des hommes intelligents, c'est la capacité de pouvoir trouver des solutions à leurs propres problèmes. Or, vous êtes tellement intelligent que vous voulez aider la Côte d'Ivoire. Nous, on vous dit à partir d'aujourd'hui, là, merci de nous avoir aidés, mais on n'a jamais besoin de votre aide et on n'aura jamais besoin de votre aide. Alassane Ouattara nous suffit. Ce qu'Alassane Ouattara nous donne là, nous-mêmes là, ça nous déborde. Bonheur qu'il nous donne, ça nous dépasse. Donc, on n'a pas besoin de pour quelqu'un. Allez donner ça aux Maliens, allez donner ça aux Burkinabés, ça peut marcher là-bas. Mais esprit d'Ivoirien trop vert, ça passe pas. Ceux qui vous suivent là, ce sont les haineux, ce sont les marginaux. Je parle des opposants ivoiriens, les Gor et autres là, les marginaux là, qui pensent que leur haine là peut s'imposer à la Côte d'Ivoire. Mais si c'est haine là, vous n'êtes pas plus haineux que nous autres. C'est Alassane Ouattara qui fait que vous êtes encore là. Mais quand vous êtes haineux, il n'y a pas de problème. Nous autres, on vous dit clairement aussi, Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Parce que chacun là, si on doit diviser Côte d'Ivoire là, chacun son propre village. Mais comme vous ne voulez pas que les gens vivent en paix, vous voulez imposer votre domination dans la violence, sachez aussi que vous allez trouver des plus violents que vous qui vont couper méthodiquement vos queues et vous remettre à l'heure de la zone GMT. On va vous ramener sèchement à la réalité et vous allez comprendre. Quand Alassane Ouattara va quitter entre nous là, vous menacez les gens, c'est vous qui savez menacer. Mais quand Alassane Ouattara ne sera plus là, on va voir qui va menacer qui ici. Et donc, les questions se posent directement à travers les commentaires. Ceux qui ont des questions, vous les posez. On va les répondre. Et cela va nous faciliter la tâche. Il y a Marius Koudou qui nous dit « Il faut aussi noter que le retour au RHDP est symptomatique du bilan du Prado et son leadership. Le RHDP reste serein. » Et le roi, donc, ça répond, ou M. Sterou de Kerensky, ça répond aussi à la question. Nos tacticiens, j'ai bien dit nos tacticiens et nos stratèges. C'est très différent, ils savent ce qu'ils font. Mais on doit toujours continuer à avertir le peuple, c'est vraiment très important. Il y a Ousmane Traoré qui dit « Quelle est votre analyse sur les scandales financiers qui secouent le fer et la RTCI ?» Chers frères, il faut qu'on soit prudent. Pour ma part, jusqu'à présent, évoquer un fait et en avoir l'effectivité demeure des choses diamétralement opposées. Quand je prends le fer, je ne défends ni la directrice, ni que je sois contre elle. Mais je veux qu'on me prouve de façon factuelle que des actions ont été menées là. Par contre, ce qu'on a pu découvrir dans un premier temps, je parle d'abord de façon spécifiée. Il me semblerait que dans le cas du fer, là, le monsieur qui a été arrêté à San Pedro, là, on dirait que c'est son mari. Il y a des incompréhensions. Ça, c'est ce que j'ai pu comprendre du dossier. Et donc, des incompréhensions de couple qui se transforment en des problèmes et ils ont utilisé des personnes interposées. Ça, il faut encore qu'on me prouve réellement que les faits sont ce qu'ils sont. Si on me prouve qu'il y a eu ça, on ne va pas s'asseoir pour regarder. Si on a pu remuer Djaby Lanciné, ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on ne pourra pas. Dans le cas de la RTCI, on a toujours décrié ici que cette organisation est corrompue jusqu'aux os. Voilà une organisation qui ne sait même pas pourquoi elle est là. L'autorité de la régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, mais elle-même ne connaît pas son boulot. Cette organisation ne connaît pas son boulot.
Quand on lui demande, vous êtes là pourquoi? Ils ne savent pas. Depuis que l'ARTCI est là, les Ivoiriens ont eu quel bénéfice? Quand tu fais un hôpital, les médecins savent que les gens viennent se soigner là-bas. Je n'ai pas dit qu'ils sont bons. Avant de te poser la question, est-ce que le médecin est bon ou pas, tout le monde connaît l'utilité d'un hôpital. Quand il y a un hôpital, c'est pour soigner les gens. Mais l'ARTCI, là, quand ils sont là, et ils ont régulé quoi? Ils ont régulé quoi depuis qu'ils sont là? Mais tous ceux qui viennent là, ils viennent pour prendre de l'argent, pour s'enrichir, et puis ils passent. Les décisions qui sont faites aujourd'hui, là, les décisions qui sont faites en Côte d'Ivoire, normalement, un appel Orange ne doit pas être facturé. Est-ce que l'ARTCI a averti les Ivoiriens pour leur dire ça? Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda peut bénéficier d'Internet gratuit, appel illimité gratuit à partir de 10 000 francs. Puisque c'est le même service Orange en Occident. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, c'est différent? Donc, on est là, on regarde. On nous dit qu'il y aura un gros fibre qui va passer dans toute l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, la position de la Côte d'Ivoire fait que les prix aujourd'hui qui sont exercés en Côte d'Ivoire sont des prix extrêmement chers. Or, on veut éduquer nos masses. On veut éduquer nos populations. Et c'est ce que je disais la dernière fois. 2023, l'année de la jeunesse. Les jeunes aujourd'hui sont sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Il faut se rapprocher d'eux. Mais toi, tu payes Internet, on dit qu'il te reste 100 gigas, on vend ça. Et en mégaoctets, on vend ça. Chaque jour, il faut mettre 1000 francs dedans. Mais alors qu'on pouvait vendre ce service illimité-là à 10 000 francs. Mais il faut que cette institution, l'ARTCI, vienne réguler ça. Et la majorité des dirigeants de l'ARTCI prennent de l'argent avec ces grandes institutions. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas faire leur travail. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Malheureusement, il faut encore qu'on nous demande tout ça. Pour l'ARTCI, je peux dire dans certains cas, oui. Mais pour la nouvelle directrice, j'aurais aimé avoir plus de preuves pour parler avec beaucoup de certitude. C'est ce qui fait que nous sommes là, on observe toujours le temps de véritablement voir. Il y a notre sœur et mère, la bellissime Marion Savané, qui posait la question de savoir, peux-tu nous parler un peu de la libération de Pulchéry Balé s'il y a eu un compromis avec les autorités? Non, il n'y a pas eu de compromis. Elle-même là, elle avait fait patiner sa vie. Ça là, ce qu'elle était rentrée dedans là, sa vie était finie comme ça. Parce que ce qu'elle a fait, c'est tellement grave. Aller s'associer à un état de narcotrafiquant, à un état d'analphabète, à un état de djihadiste, à un proto-état de malfaiteur, contre son état, contre sa patrie, c'est parce qu'on a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la peine de mort. Sur nos têtes là, depuis longtemps, ça a sauté. Et puis c'est parce qu'elle a la Alassane Ouattara. Sinon, tout ce que peine de mort, pas peine de mort là. Gbagbo, en tout cas, lui, il est fort dans ça. Mais, quelqu'un, quand tu regardes la gravité de ta peine, on te dit, comme toi, tu t'es mis dedans là. Tu vas assumer comme Jésus. Tu vas assumer tous les péchés du monde là. Mais, tu penses qu'être en prison là, c'est intéressant? C'est pas une vieille femme, hein? Il y a ça aussi. Et puis en plus, elle a des devoirs, elle a enfant. Et je pense bien qu'elle aurait un mari. Eux, ils ne sont pas restés là. Son mari lui a dit, mais si tu continues à être une brigande là, moi je te laisse tomber, je marie une femme. Hein? Et donc avec le temps, et avec le poids du réel qui s'imposait à elle, elle a compris que ça là, c'est vrai qu'on m'a utilisé, hein, mais vrai là, moi je vais casser Papo. Donc c'est elle-même, il n'y a pas eu compromis. C'est elle-même qui est venue dire, je vais casser Papo. Ayez pitié de moi. C'est pourquoi encore, bientôt encore, elle va retourner devant les tribunaux. C'est pas encore fini. Elle va retourner encore devant les tribunaux. C'est pas si c'est le 23 mai, quelque chose comme ça. Elle va encore aller devant là-bas. Et ils lui ont bien posé la question. Elle a bien répondu. Donc un peu, c'est ce que je peux dire sans rentrer dans certains autres détails. Parce que c'est encore une affaire qui est pendante. Il ne faut pas aussi trop parler.
Il y a notre mère Anne-Marie Ngbesso que je salue qui dit « Je suis très heureuse d'écouter Éclaireur ce soir car ça faisait longtemps compte tenu de mon nouveau travail. » Et chère mère, je peux vous assurer que c'est aussi un énorme plaisir. On ne va jamais abandonner notre public. Mais surtout, c'est votre dernière phrase qui m'a plu compte tenu de mon nouveau travail. C'est ça la dignité et la fierté de notre classe. C'est que chacun est au travail. Et c'est ça qui pourra sauver l'Afrique. Et pour votre travail, que vous puissiez nous suivre en direct ou pas, l'essentiel est que vous avez déjà compris la ligne philosophique que nous défendons. Et que ce soit en différé ou en direct, sachez que c'est un énorme plaisir pour nous. Parce que chaque personne aujourd'hui qui comprend la réalité et le fonctionnement du monde devient automatiquement cette personne qui doit aussi éclairer autour d'elle. Et c'est ça qui pourra nous faire sortir des obscurantismes et de la barbarie que certains veulent imposer à l'Afrique. Et ça, il ne faut pas désespérer. Et donc, je suis toujours à la recherche de quelques questions. On a répondu à la question de Marion. Et donc, vous nous excusez du silence, c'est parce que je suis à la recherche de questions. Et je pense bien qu'on a pu quand même répondre à certaines questions pour le plaisir de beaucoup de personnes. Il y a Jean-Pierre Koudou qui dit « Éclaireur, étant donné que Gbagbo n'a pas divorcé, nous sommes dans un pays de droit. Pourquoi Ouattara fait photo avec... Non, Gbagbo a divorcé, hein? Non, non, non. Si vous suivez bien nos émissions, ça s'est fait il y a longtemps. Ils ont déjà divorcé. Ça, oui, oui. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Il a divorcé d'avec Madame Simone Eivé. Ça, c'est un acquis. Voilà. Il y a le roi du printemps qui demande, selon vous, éclaireur pro-vérité, pourquoi Sekongo Félicien et Alain Lebognon ont été acquittés par la justice ivoirienne quand on sait très bien leur implication dans la stratégie de la déstabilisation d'avec Soro-Guillaume. Cher frère, c'est ce que je disais dans l'article. Le premier, il faut aussi reconnaître que souvent le pouvoir aussi joue avec la justice. Ça, il ne faut pas se mentir. On a beau aimer la vérité ou le mensonge, que ce soit l'un ou l'autre, ça finit par s'imposer à nous. En fait, aujourd'hui, l'acte ne devrait pas être qui s'est rapproché de nous et qui ne s'est pas rapproché de nous. L'acte qui est jugé là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça pouvait détruire, déstabiliser le régime, mettre la vie des Ivoiriens en danger. Malheureusement, quand pour des intérêts politiques, on essaye d'arrondir les bords, ceux qui se sont rapprochés du pouvoir, on va les blanchir et les libérer. Et ceux qui sont un peu restés récalcitrants, eux, on va les appuyer jusqu'à ce qu'ils puissent le faire. Mais quand c'est comme ça, je me pose bien la question de savoir, est-ce que finalement ça ne devient pas un jeu? Ou quand je vois que je ne m'en sors pas, je dis le langage du pouvoir pour pouvoir refaire les mêmes choses après. Et c'est une manière même d'encourager les traîtres parmi nous. Qu'est-ce qui prouve que demain, Félicien Sekongo, Alain Lebognon et autres, quand ils seront blanchis une fois, ils ne vont pas encore se remettre au service de Soro-Guillaume, en sachant bien que même encore qu'ils auraient refait les mêmes choses, on s'attendra aux mêmes conséquences. Ça, c'est une incohérence du régime en place. Et c'est ça le manque de justice. Le manque de justice ne concerne pas seulement le fait qu'on n'applique pas la justice, mais quand on applique les mauvais exemples en utilisant la justice, c'est encore même pire que l'application ou la non-application même de la loi. Tout le monde sait que Alain Lebognon et autres étaient impliqués au même titre que les déstabilisateurs. Mais aujourd'hui, parce que simplement ils se sont effectivement rapprochés du pouvoir, on va essayer de nous dire le sexe des anges pour nous convaincre de ce qui est difficilement acceptable. Et on va nous dire qu'ils ont été libérés. Nous autres, ça nous fait rire, ça nous fait sourire. Mais on se demande bien, si on peut trouver de la magie dans les décisions de justice, pourquoi ne pas libérer donc tous ces petits brigands qui sont dans les prisons? Et puis on continue, chacun fait ce qu'il veut.
Il y a Kevin Kwasi qui demande: éclaireur, que pensez-vous de l'union RHDP-FPI? Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, tant qu'on va rester dans les unions, ou comme ce que certains appellent dans les rapprochements, en réalité, il ne peut pas avoir de rapprochement idéologique entre la gauche et la droite. Est-ce que vous avez une fois vu une route? La route va à gauche et à droite et en même temps. On dit c'est une route. Non, ça fait deux routes. En réalité, c'est une union de circonstances. Or, c'est le piège que le RHDP devrait éviter. Le RHDP est aujourd'hui en posture de force. Tant que le RHDP ne comprend pas que ceux qui viennent à lui, dans ce mariage-là, viennent pour profiter de lui, les mêmes choses vont se reproduire. Sinon, selon moi, ce qui devrait se faire, c'est de dire au FPI, là, comme vous voulez réellement venir là, on ne sait pas si c'est avec enveloppe ou même si c'est avec la lettre que vous venez, mais toujours est-il que si vous devez venir à l'intérieur du RHDP là, l'erreur qui nous est arrivée et le PDCI, l'UDPC était parti là. Venez et puis on va vous fondre dans le parti. Et on va supprimer. Si nous-mêmes on a pu fondre le RDR. Si on a pu faire fondre le RDR, on ne doit pas avoir peur de faire fondre les autres. Donc tous ceux qui veulent s'ajouter à nous, on doit les fondre dedans et puis supprimer leur parti. C'est la meilleure garantie pour les éviter des partis. Parce que si on arrive à les fondre, est-ce que demain ils peuvent dire qu'ils sont FPI? Non. Et là, ils sont avec nous maintenant. Donc s'ils quittent maintenant là, c'est que c'est pour aller chez Bédier, ou même c'est pour aller chez Babo, ou même c'est pour aller chez quelqu'un d'autre. Et donc, dans ces ralliements-là, c'est une mauvaise politique que le RHDP adopte. Pour moi, en tout cas, tant qu'on ne va pas fondre ces personnes à l'intérieur, on va toujours se retrouver avec les mêmes choses. Quand leurs intérêts ne seront plus avec le RHDP, ils vont quitter comme Bédier l'a fait. Et donc, le RHDP devrait profiter de sa position pour essayer de les fondre à l'intérieur. Il y a notre maire Adjara Koulibaly qui dit: bonsoir, éclaireur. Monsieur Saïd Penda est un Camerounais. Que pensez-vous du fait qu'il fasse des investigations? Oui, nous n'avons rien contre les frères qui sont dans le pays. Mais vous serez d'accord avec moi, cher maire, parce qu'ici, on ne fait pas dans la langue de bois. Saïd Penda, pour ma part, touche à certains dossiers. Et quand moi j'observe, je ne dis pas que ce que je dis est vrai ou faux, il me serait difficilement, j'accepterais comme explique que Saïd ne travaille pas avec le pouvoir d'Abidjan. Ça, c'est ce que moi je pense. Je n'ai pas dit que c'est la vérité. Je n'ai pas dit aussi qu'il n'a pas ses limites en tant qu'homme. J'ai dit que moi, quand j'observe M. Saïd, j'ai toute l'impression qu'il travaille avec le pouvoir d'Abidjan. Et Saïd est utilisé par le pouvoir d'Abidjan comme un investigateur pour essayer de l'aider dans la gestion de la chose publique à cause aussi de l'expérience qu'il a et aussi de ses capacités à pouvoir accumuler des informations. Et donc sur cette base-là, ce n'est pas la première fois. Quand Alassane Ouattara va utiliser Tony Blair, ou bien d'autres personnes qui ne sont même pas africaines, pour essayer de laver l'image de la Côte d'Ivoire, ou bien pour des missions sensibles, c'est la même chose. Et donc là, le problème, ce n'est pas la nationalité. Mais le problème, c'est ceux qui n'ont pas le droit de le faire, qui s'y mettent là-dedans, mais qui viennent avec un esprit de déstabilisation. C'est là que commence moi mon problème. Je ne sais pas si peut-être ce que j'ai expliqué est clair, mais c'est comme ça que moi je vois la chose dans le cas de Saïd Penda. Il y a notre frère de moi qui demandait: les ralliements en provenance du PDCI ne vont-ils pas gêner les candidatures RHDP aux prochaines élections? Non, pas du tout. Puisque ces personnes en quittant, et c'est ce que je disais bien sûr, quelqu'un qui était dans le PDCI, quand il est quitté là, est-ce qu'il est venu avec le PDCI ou mais est-ce qu'il est venu lui-même? Ça pose bien la problématique que j'évoquais. Par exemple, le PDCI n'est pas un parti divisé comme le FPI. Aujourd'hui, quand quelqu'un quitte le PDCI, qu'il vient dans le RHDP, automatiquement, il est RHDP.
Mais dans le cas, par exemple, du FPI, qui est un parti légalement reconnu, est-ce que la personne demeure FPI dans le RHDP? Et c'est tout ça qu'il faut clairement définir avec ces personnes, comme je le disais, pour éviter les amalgames. Sinon, à un certain moment, l'effet contraire aussi va se reproduire. On va voir beaucoup de personnes qui vont quitter le RHDP quand les choses vont aller mal. Ça, il ne faut pas être étonné de le voir. Il y a Ousmane qui demande, est-ce qu'un jour, nous pourrions parler de avec fierté de notre justice en tant qu'une institution indépendante avant le départ de notre Pygmalion? Chers frères, dans ce monde, comme je l'ai dit, il ne faut jamais dire jamais. Mais ce que je peux par contre dire, c'est qu'il est un peu tard quand même. Ça, il ne faut pas mentir aux uns aux autres. On dit que le meilleur moment où on vous salue, c'est le meilleur moment aussi qu'il faut répondre. Il est un peu tard quand même. Même si nos autorités se réveillaient, aujourd'hui en l'état, on est en 2023, on va dire non, comme les élections, là, ils sont en train de poursuivre les gens. Et donc le pouvoir même s'est pris dans son propre piège. Mais cela aussi ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la justice. Il faut le faire d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment important. Et on espère bien que ça commencera peut-être un jour. Il y a notre maire Ali Matados qui demandait pourquoi le Mali, la Guinée, le Burkina veulent faire une réforme. On a déjà expliqué ça longuement en début d'émission et on a aussi dit que ça ne va jamais prospérer. Donc c'est simplement de la publicité inutile et donc on ne prête pas attention à ces affabulateurs. Il y a Tidjane qui demandait, le ministre Koné Nabanye lance un nouveau programme de logements sociaux alors que les précédentes campagnes ont fait beaucoup de malheur et les populations sont toujours dans la détresse. Mais c'est ce que vous avez dit, chers frères. Il y a beaucoup d'exemples ici, on a tellement parlé de cela. Moi, je le dis clairement, personne, si tu t'aimes toi-même, là, il ne faut pas souscrire. Je le dis sur la base du factuel. Mais les gens qui étaient déjà là, arrangez d'abord leur cas, donnez-leur leur maison. Mais comment vous n'avez même pas encore réglé un problème? Vous voulez créer un nouveau problème. Après encore, ça peut mettre l'argent des gens dans fond de caisse, séquestre. En fait, c'est des gens qui ne peuvent rien produire en termes de résultats et qui sont dans le perpétuel recommencement. Moi, je le dis clairement, tant que je n'aurai pas vu tous ceux qui ont souscrit dire qu'ils sont satisfaits, tous les autres programmes, c'est de l'arnaque. Même si ça vient du ministre, c'est de l'arnaque. Et aucun Ivoirien ne doit. Sauf si tu as volé ton argent. Si tu as volé l'argent public, tu peux aller souscrire. Mais nous autres qui faisons Jossi, on nous paye 5 francs par heure. Moi, je te dis, frère, maman, papa, il ne faut pas mettre ton argent dedans. Parce qu'on a vu mieux que ça. Daniel Kablan, Duncan, se sont mis devant des choses, ils sont allés mentir aux gens. On sait comment ça s'est terminé. Donc, ce n'est pas Bruno qui va nous convaincre. Donc, si tu ne veux pas avoir crise cardiaque, il faut les laisser dans leurs choses là. Va, tu te débrouilles. Tu prends un notaire. Tu vérifies très bien. Si tu as eu un petit terrain, même si ce n'est pas Abidjan, là, il faut payer ça dans la clarté et puis tu construis. Mais pour ceux-là, en toute sincérité, je ne peux pas blaguer quelqu'un de mettre son argent dedans. Il y a Cissé Fala qui dit, que pensez-vous du grand silence de Thiam, le financier, qui est présenté comme le sauveur du PDCI de Daoukro? Chers frères, il y a ce qu'on dit de l'homme, mais il y a ce que l'homme lui-même est, mais il y a aussi la réalité. Donc je viens de parler de 3 différents facteurs. Il y a ce qu'on dit de Thiam, mais en vérité là, à part le fait que Thiam est le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny et que les fonds suisses qui géraient là, c'est parce que Houphouët a beaucoup d'argent dedans là. En réalité, à part le lien qu'il a, il n'est pas plus intelligent. Sinon, s'il était intelligent, pourquoi on l'a chassé de là-bas? Donc en réalité, ce que je vais vous dire, l'homme lui-même là, ce qu'on dit de lui-même là, il ne vaut même pas ça. Il est là juste par reconnaissance à son grand-père. Deuxième chose, il y a ce que l'homme même vaut. Mais Thiam a valu quoi? Est-ce que Thiam n'a pas été ministre en Côte d'Ivoire? Il a fait quelle réforme qui a été à l'avantage des Ivoiriens? C'est 25 ans plus tard, déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire est devenue un champ de patates, que Alassane Ouattara a pu bien arranger. Tout le monde aujourd'hui pense qu'il peut diriger la Côte d'Ivoire. Sinon, si la Côte d'Ivoire était dans l'état où Babo l'avait laissé là,
Thiam n'allait pas vouloir venir en Côte d'Ivoire. Et surtout encore, lui, dans son cas, il est complètement déconnecté des problèmes ivoiriens. Quelqu'un qui est Bédié est frais. Quelqu'un qui est Bédié, toi, tu veux être président des Ivoiriens, mais Bédié te menace, tu dis non, 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 bon, je ne vais plus venir, je ne vais plus venir. Yeah. Ça, c'est comme un lion qui dit à souris qui m'a mordu. Ouh. Toi, c'est Bédié qui t'inquiète, vu qu'il dit non, je reporte mon voyage. Toi, là, toi, tu peux, si les djihadistes disent qu'ils viennent encore, mais tu vas nous abandonner pour aller en Europe. C'est pas quelqu'un, en réalité, c'est pas un homme, il n'a pas de carrure en lui. Et puis maintenant, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, là, il va être président, non? Lui-même, là, il veut être président. Mais il a déjà fait quoi en Côte d'Ivoire qui peut convaincre les Ivoiriens dans la réalité du terrain? À part le fait de dire, je suis Baoulé, petit-fils d'Oufoué, là. Ça, là, ça passe plus. Les populations aujourd'hui, après le passage de Ouattara, se disent, qu'est-ce que je peux faire? Vous me dites que tu es financier. Bon, les avantages de ce que tu as fait là, les Ivoiriens n'ont jamais vu. Donc, la réalité te rattrape encore. Donc, ce n'est pas avec ça que tu vas convaincre les gens. Et dire qu'il va sauver le PDCI, je crois que le PDCI met déjà un malade qu'on pourra sauver difficilement. Parce que, pourquoi je dis cela? Je le dis parce que, en vérité, le PDCI ne vaut que par le soutien que lui accordaient les gens du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quand tu enlèves aujourd'hui le grand soutien du nord de la Côte d'Ivoire et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, le PDCI ne vaut rien. Et c'est pourquoi on les appelle aujourd'hui les Daoukroniens. Parce qu'entre eux-mêmes là-bas, ils ne sont pas d'accord. Les Baoulés de Yamoussoukro estiment que Bédié est venu combattre Oufoué. Jusqu'à il a créé même le cercle national Bédié. Tellement il voulait tuer Félix Houphouët-Boigny. Et donc, quand on met tous ensemble, le PDCI est un grand malade qui est dans une phase d'agonie et qui, désespérément, c'est vrai, qu'un malade ne peut jamais faire confiance en Dieu parce que le moment fatidique et fatal peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est à ça qu'on est en train d'aller. Il y a Ousmane qui dit pourquoi les arrangements politiques priment sur les lois et les procédures judiciaires et à quoi faut-il s'attendre les années à venir pour notre système judiciaire sous le Pygmalion. Oui, c'est ce qu'on avait déjà dit. Quand on utilise les mauvaises solutions pour régler un problème, on ne fait que différer le mal. On ne fait que remettre à plus tard ce qui devrait être. Et ça ne présage de rien de bon. Ça va amener notre système judiciaire à ne plus exister. Et c'est très, très triste. Parce que les pays où les gens se sentent les plus à l'aise, c'est là-bas aussi où il y a les systèmes de justice les plus durs. Chers frères, évitez de payer vos impôts aux États-Unis ou en France. Vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. On ne va même pas faire bruit, mais tu vas sentir ça dans ton corps. Pourquoi ici? On me dit, ah mais il y a beaucoup de crimes. Il y a beaucoup de crimes. Mais aussi, il faut dire qu'il y a la peine de mort ici. C'est un exemple que je prends. En France, tu t'amuses à être un tueur comme les Mohamed Merah là. Tu tues les gens là. Mais la police même, là, on ne va pas le dire, on ne va pas faire publicité. Mais on dit, faites en sorte qu'ils ne soient pas vivants. Peine de mort là, ça n'existe pas dans le texte. Mais dans la réalité là, quand tu deviens invivable là, on t'élimine de la vie. Malheureusement, nous autres, on joue avec la loi en pensant que ça va apporter un résultat contraire. On ne peut jamais utiliser une mauvaise solution pour régler un problème. Et on ne peut jamais toujours être là en train d'attendre la providence pour dire peut-être que Dieu va faire autrement. Ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on récolte. Des gens comme les Zorobi Balo, on avait pensé que sous l'époque d'Alassane Ouattara, ils se seraient multipliés. Et qu'on allait même dire vraiment aujourd'hui la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, le régime d'Alassane Ouattara a été plus que nul en matière de justice. Laurent Gbagbo encore, lui, il éliminait encore tout ce que le gênait. Hein? Mais le régime Ouattara même, bon, lui, il aura été plus nul. Ça, il faut le reconnaître. Il y a Cissé Fala qui dit, que pensez-vous du procès du 28 septembre en Guinée? Le tribunal est à la hauteur. Même si le tribunal n'était pas à la hauteur, au moins ils sont mieux que nous les Ivoiriens.
Au moins, eux au moins reconnaissent qu'il y a eu des morts. Parce que ce soit Toumba, que ce soit Camara Dadis, que ce soit Makambo, que ce soit les différents protagonistes, tout le monde reconnaît et personne ne nie qu'il y a eu des morts au stade. Maintenant, c'est la responsabilité de chacun. C'est là qu'il y a le problème. Et ça, quoi qu'on dira du régime ou des Guinéens, au moins, ils ont le mérite de reconnaître qu'il y a des gens, des êtres humains qui sont morts chez eux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont morts, ils sont morts 2 fois. Les criminels ne reconnaissent même pas qu'ils ont tué l'homme. Mais en Guinée, au moins, ceux qui sont accusés reconnaissent que les faits sont ce qu'ils sont. Ça veut dire que ceux qui sont morts là, au moins, on leur reconnaît une identité humaine. Ça n'existe pas chez nous en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ceux qui sont morts là, comme on le dit, ils sont morts cadeau. Et puis, quand ils sont morts là, on insulte encore leur conscience. On ne sait même pas qui est mort. Puisque Gbagbo dit qu'il n'a pas tué quelqu'un. Ouattara aussi dit qu'il n'a pas tué quelqu'un. Mais tout le monde, Gbagbo veut être amnistié. Depuis qu'on a vu quelqu'un qui n'est pas un criminel demander l'amnistie. Et donc, c'est là que vous comprenez que, en tout cas, quoi qu'on puisse dire, une leçon qu'on pourrait retenir de Conakry, c'est qu'en matière de justice, ils battent au moins la Côte d'Ivoire. Et si nos juristes, nos hommes de droit, pensent qu'ils ont réellement étudié, ils devraient s'asseoir et se dire, mais vraiment, on ferait mieux de faire notre boulot. Ce n'est pas Ouattara qui va vous forcer à faire votre boulot. Est-ce que c'est Ouattara qui a forcé Zorobi Balo à signer son extrait? Il faut que vous soyez des garçons. Même si Ouattara vous empêche de faire votre boulot, faites-le. Jusqu'à ce que nous, on va vous aider ici à critiquer le régime. Il y a ça aussi, il y a cette réalité-là aussi qui s'impose. On ne devient pas un homme parce que les conditions ont été créées pour qu'on devienne un homme. C'est ce qu'on appelle le courage. Il n'y a pas d'école pour le courage. Il n'y a pas d'école pour être un homme. Ouattara lui-même, là, c'est un garçon. Pourquoi il est garçon? Parce qu'il a dit, je vais aller jusqu'au bout. Vous estimez que vous êtes allé à l'école. Vous êtes des gens de droit. Ah non, c'est le pouvoir qui fait qu'on ne peut pas juger. C'est vrai. Mais si vous ne prenez pas de risque pour imposer la justice, c'est que vous n'aurez pas été des hommes. Et donc, pourquoi vous serez fiers de dire que vous pouvez estimer qu'on doit vous respecter? Au moins en Guinée, même si tout n'est pas parfait, en tout cas en matière de justice, tu ne peux pas tuer et puis on va mettre ça dans les pertes. Ça au moins c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, mesdames et messieurs, je pense bien que nous avons répondu largement à certaines questions. Et je n'en vois plus. Je vais m'évertuer à saluer certains élèves de la classe, comme Bouva Fofana, le Cyclone, Karidia Justine, notre mère bien-aimée. Je vais aussi saluer l'homme efficace et dynamique, Kaswat. Je vais saluer M. Mohamed Bamba, Sissé Falak. Je vais saluer Jean-Pierre Koudou. Je salue le roi du printemps qui nous signale que Thiam a été viré du Crédit Suisse parce que tellement il ne vaut rien, il envoie des gens pour espionner les autres. Quand tu es compétent, tu n'espionnes pas, tu laisses tes résultats. Mais incapable de produire des résultats, il fait espionner d'autres employés. C'est pourquoi on l'a chassé de là-bas. C'est celui-là qui veut devenir président. Ça fait vraiment mal. Mais bon, il y a Poké Andreas que nous saluons. Sans oublier Ladji, Lameitous, Meïté. Je salue Kevin Kouassi, Ousmane Traoré. Je salue Tidjane Ouattara, notre mère bien-aimée Alimata Dos. Je salue notre père excellentissime Mamadou Fatiga. Je salue notre frère brillant, efficace Adama Kone. Je salue mère Blanc. Je salue mère Adjara Koulibaly. Et ainsi de suite, donc nous aurions pu continuer. Je salue aussi Rudy Kerensky et bien d'autres personnes. Je dis merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Et très certainement, c'était le direct du 13 février 2022. Je dis merci à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous et qu'il nous accorde ses grâces. Merci infiniment à chacun et à chacune. Il y a Jean-Pierre qui demande une dernière question. Je voudrais votre avis concernant la tenue de nos gendarmes militaires et policiers car ce n'est vraiment pas joli.
Non. Chers frères, ne regardez pas la tenue. Regardez plutôt la compétence. C'est cette même tenue qu'Apollo a portée. Mais regardez comment elle est efficace aujourd'hui. C'est cette même tenue que Chérif Ousmane porte. Regardez comment ils imposent le respect. C'est cette même tenue que Kone Zakaria porte. Et puis, on impose la paix. C'est cette même tenue que nos soldats, les 49, ont portée. C'est dans ça qu'ils sont revenus. Et c'est ça que l'homme retiendra. La beauté d'un soldat, ce n'est pas sa tenue. La beauté d'un soldat, c'est sa capacité à être pragmatique sur le terrain. C'est ce qu'il faut regarder. Et je crois qu'il faut être fier de notre armée. Parce que quand nous on reste à 10 000 lieues et qu'on sent qu'à travers la maestria du président Alassane Ouattara, on n'aime pas quelqu'un sur du faux. Chacun gagne quelque chose dans la vie. Quand Alassane Ouattara assure la paix, que le matin, nous, on peut dormir, nous réveiller là. C'est ça qui fait qu'on est derrière Alassane Ouattara. Ceux qui pensent que non, eux, il faut qu'on leur donne des chèques. Vous pourrez avoir ça. Mais nous, là, tout le monde ne peut pas être milliardaire. La paix qui est au pays, là où Babou a échoué, là, Alassane Ouattara a imposé. Est-ce qu'il faut vouloir la paix ou bien il faut vouloir le désordre? Ça, c'est un premier avantage que tout le monde gagne. D'autres vont me dire, mais il faut gagner quelque chose. De toute façon, Dieu connaît la fin de toutes choses. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Et il connaît la fin de toutes choses. Même si on te donne 10 milliards, si tu ne les mérites pas, que tu n'as pas l'intelligence qu'il faut, ça va disparaître. Mais quand on te permet de vivre dignement, un père de famille, tu n'as pas besoin de courir, prendre un baluchon pour te diriger vers une destination inconnue. Il faut saluer et encourager ce dirigeant-là. D'aucuns nous diront que nous critiquons le régime, mais loin de là, nous ne sommes même pas... Moi, je ne suis pas RHDP. Je suis alassaniste et extrémiste alassaniste. Il faut que ce soit très bien clair. RHDP, là, pour moi, c'est effet cosmétique. C'est Alassane Ouattara que je soutiens. Alassane Ouattara ou rien. Sinon, à part ça, je suis RDR. Il faut que ce soit très clair dans la tête des gens. Quand je critique là, c'est pour que nous soyons les meilleurs. Et pour toujours. C'est tout. Mais de là à penser comme il a critiqué, il est contre. Celui qui pense comme ça, c'est largement trompé. Ça, il faut que ce soit très clair dans la tête des gens. Je critique durement et je vais continuer à critiquer durement le régime pour qu'il s'améliore. Parce que je ne peux pas accepter que des vauriens se comparent à nous. Je ne peux pas accepter que le travail d'Alassane Ouattara, des gens viennent dire ici, nous on a fait ça, nous on pouvait faire ça. Jamais de la vie. Nous on est les meilleurs et on va demeurer les meilleurs. C'est ça. C'est pour ça qu'on a fait venir Alassane Ouattara au pouvoir. Et donc, ça, les Ivoiriens vont l'accepter. Parce que Alassane Ouattara est imposé par le travail. Et c'est à nous donc d'être aux côtés d'Alassane Ouattara sans condition. S'il y a quelqu'un qui est derrière Alassane Ouattara et qui veut être avec nous ici, là, tu seras déçu. Il n'y a pas de condition entre nous et Alassane Ouattara. Et ça, moi, je l'ai toujours dit. Le jour qu'Alassane Ouattara dit qu'il n'est plus dans RHDP, là, nous, on devient RDR. On n'a pas caché à quelqu'un. Parce que nous, on ne peut pas vivre avec des impies, des mécréants, des pharisiens, des philistins, des brigands, des bandits politiques. Quand la direction du vent va quelque part, ils vont là-bas. Nous, on ne peut pas. Parce que nous, on estime qu'il faut un minimum de morale en politique. La politique et la morale ne font pas forcément bon ménage. Ça, on est d'accord pour cela. Mais manquer d'élégance, ce sera aussi la pire des postures à prendre. Et on peut aider nos peuples, on peut aider nos pays en disant la vérité aux populations, même si on ne dit pas toute la vérité. Parce qu'il faut éduquer un peuple en fonction de son niveau ou de son état mental en général. Mais au moins, ce qui peut libérer nos parents, comprendre ce qui peut être utile pour eux, il faut qu'on soit là pour leur expliquer cela. C'est extrêmement important. Nous ne sommes pas là pour que les autres ont subi le choix des autres et qu'on suive la masse. Nous autres, nous ne suivons pas le groupe. Nous ne sommes pas du troupeau. Nous sommes des bergers.
Et donc, on n'a jamais vu un troupeau en train de guider un berger. Et sur cette plateforme-là, c'est ce que nous essayons de créer pour que l'histoire retienne qu'on a été là pour aider un régime et non à le soutenir aveuglément dans ses faits et dans ses méfaits. Si Alassane Ouattara fait quelque chose qui n'est pas bien là, moi je vais dire ça ici. S'il fait aussi quelque chose qui est bien là, on va défendre. Donc là, ceux qui sont les ouvriers d'Alassane Ouattara, des ministres et autres, eux, ils sont petits dans cette histoire-là. Ils sont petits dans cette histoire-là. Quand je vois des gens qui ont vendu leur dignité à des cadres, bon, ils ne vous ont pas rendu milliardaire. Ils ne peuvent même pas vous rendre millionnaire, même en CFA. Donc, pour finir là, vous êtes devenu quoi dans le jeu? Un homme là, tu peux tout perdre. Ou tu peux ne rien avoir. Mais quand ta dignité est intacte, tu es encore un homme. C'est à cet exercice-là que nous, on veut inviter les Ivoiriens. Quand on dit au Probabo, la haine là, même si vous tuez toute la Côte d'Ivoire là, ça va pas changer votre compétence. Vous demeurez des vauriens. Mais c'est encore pire d'être un vaurien et un criminel. Donc pourquoi ne pas s'assumer et s'améliorer? Et donc, je crois que peut-être ces explications-là vont beaucoup aider certaines personnes. On ne va pas arrêter de critiquer. Pourquoi on critique? Je vous ai donné la raison. Quand tu es premier de la classe, il faut toujours demander le meilleur. Alassane Ouattara ne nous a jamais dit que lui ne peut pas faire ce qu'on lui a demandé là. Il n'a jamais dit qu'il ne peut pas. Il dit, quand lui dit là, il fait. Et puis c'est nous, on va reculer. Et donc, chers élèves de la classe, je dis merci à tous. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous et qu'il nous permette de vivre et de pouvoir être utile à nos concitoyens. C'est le plus important pour nous. Et comme je le dis, la fin de toute chose appartient à Dieu. Qu'il nous donne tous une bonne fin. Que pensez-vous du meeting de Katina à Bobo? Mais, cher frère, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Si on permet à Gbagbo de faire des meetings pour dénaturer les faits, on ne va pas permettre à ses employés de ne pas parler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais le monde ne va pas arrêter de fonctionner. Et on sait, avant eux là, ils ont géré le pouvoir avant Ouattara. Et l'Ivoirien lambda qui vit au jour le jour, sa réalité, c'est aujourd'hui où la Côte d'Ivoire va. Et c'est en cela que nous avons foi. On n'a pas dit que tout est bon. Mais le fait d'avoir la paix, le fait de permettre aujourd'hui que un père de famille peut aller chercher sa pitance du jour et revenir sereinement en se disant l'environnement global est bon, moi je trouve que déjà c'est beaucoup. Et le chef de l'État n'incite pas à la haine. Il n'incite pas au désordre social. C'est beaucoup. Regardons l'environnement autour de nous. Le Mali, le Burkina et la Guinée voudraient voir la Côte d'Ivoire dans le même contexte que eux. Et actuellement, Soroguium veut diriger sa machine vers la Guinée. On est là, on le regarde. Peut-être qu'il va neiger en Guinée. On est là, on regarde, on va voir. De toute façon, comme le manteau de la couche terrestre a changé de direction, on va bien voir ce que ça va donner. Mais personne ne se laissera surprendre ou distraire. Ça, il faut que tu en sois conscient. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons arrêter l'aventure de ce jour ici. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et très excellente soirée à chacun et à chacune.